C'est notre premier sujet du jour et qui, en plus, est un écho formidable à ce que nous vous disions hier. Donc, arrivé en bout d'émission, désolé pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu l'émission et ça fait un spoiler. On vous expliquait qu'il y avait différentes manières de résister à ce que Trump souhaitait faire, cette fin de la démocratie, cette dictature présidentielle. Il y a pas d'autre mot, malheureusement. Et que on vous a passé cette interview d'ailleurs terrible de Linda Markovsky, qui est une élue républicaine, qui expliquait qu'elle était terrorisée, que tout le monde avait peur, hein. Ce sont des élus fidèles à Donald Trump qui expliquent qu'ils ont peur de Lisa, pas Linda, excuse-moi, de s'exprimer contre Donald Trump, mais on vous avait montré le contre-exemple qui était ces politiques. On avait parlé de Bernie Sanders, mais surtout d'un sénateur démocrate du Maryland qui était parti, Van Nolan, donc qui était parti au Salvador après avoir toute la semaine, à un moment même où les médias s'intéressaient pas trop. Lorsque j'avais l'intention de vous faire cette émission 3 jours avant le jour où on l'a fait, je voulais vous raconter comment il avait, pas à lui tout seul, mais presque, permis à cette histoire de continuer à exister, hein. C'est ce que vous disiez, Cody, comment c'est important d'empêcher ces personnes de mourir, entre guillemets, médiatiquement. Et donc, il avait été présent tous les jours à interpeller l'administration Trump, a annoncé qu'il allait tout faire pour partir au Salvador, a annoncé son départ et il était parti au Salvador. Donc je vous avais quitté sur ça. Malheureusement, à la fin de l'émission, vous allez le voir, c'est encore la une du New York Times qui n'avait pas eu le temps de modifier. Je vous avais dit aussi, je crois, ou en tout cas ça s'est passé juste après, que sa deuxième journée au Salvador s'était conclu sur un échec. Hein. On va voir la une du New York Times de ce matin où on explique que il a été, dis-moi, les forces de l'ordre ont arrêté son convoi. Il était accompagné de l'avocat. C'est important, l'avocat de Kilmar Garcia. Il a été arrêté à 3 kilomètres de la prison et donc il avait tenté 3 fois dans la journée de venir, de rencontrer, de s'assurer que Kilmar Garcia était vivant, parce qu'il y avait des doutes là-dessus. Donc de s'assurer qu'il était vivant, de lui parler, y compris par téléphone. Et c'était des échecs, hein. On va voir justement cet article qui nous expliquait que non seulement c'était un échec, et que donc, vas-y Thomas, on voyait qu'il avait été, après avoir eu des refus téléphoniques, il avait décidé, hein, ce sont vraiment, on fait quelque chose. Il s'est dit, voilà, je suis venu au Salvador, j'ai appelé, j'ai rencontré les officiels, j'ai rencontré le vice-président du Salvador, j'ai toujours rien, donc je vais y aller en voiture. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et là, on voit qu'il a été arrêté à 3 kilomètres avant la prison par l'armée en disant, ben voilà, c'est les ordres, hein. Il comprenait bien que ce n'était pas les soldats qui avaient pris cette initiative personnelle. Et là, on va féliciter, on peut déjà pour plein de choses, Chris Van Nolan, parce qu'il a eu une idée de génie. Il a eu un coup de génie. C'est que suite à cet arrêt de son convoi, il a fait une conférence de presse. Il en a fait plusieurs, mais dans cette conférence de presse, c'est cette conférence de presse qui a tout déclenché. C'est son coup de génie. Il a interpellé non plus l'administration Trump, mais l'administration du président Bukele du Salvador, en rappelant que le Salvador était lié à des conventions internationales de droit et que, en refusant que Kilmar Garcia rencontre son avocat, je vous rappelle que Van Nolan était accompagné de l'avocat, le Salvador se mettait au banc de la société et risquait donc ça donnait
une raison de poursuivre le Salvador parce qu'il ne respectait pas les conventions internationales du droit des prisonniers. Et c'est cette conférence de presse, on va en écouter, cette fameuse déclaration qui a déclenché ce mouvement de panique du côté de la présidence Salvador et qui a fait qu'il a pu, c'était hier ici en fin de journée, trop tard pour le Washington Post, pour le New York Times et le Washington Post pour faire sa une, de rencontrer Kilmar, qui est un échec, on va le voir, à plein de niveaux pour Donald Trump. Et donc voilà, on va regarder ce moment, ce coup de génie de Van Orlen qui rappelle au Salvador qu'ils ont des obligations face à la communauté internationale. C'est parti. Point out that this inability to communicate with his lawyers is a violation of international law. El Salvador is a party to the International Covenant on Civil and Political Rights. El Salvador has signed and ratified that covenant. And that covenant says, and I quote, "A detained or imprisoned person shall be entitled to communicate and consult with his legal counsel," unquote. Voilà, donc le temps de décalage, c'était la traduction à chaque fois en espagnol. Mais donc voilà, c'est la preuve déjà que de ne pas rester immobile, de ne pas se taire, mais de faire quelque chose apporte des résultats. Il a réussi à faire ce que soi-disant le gouvernement américain n'arrivait pas à faire. Puis ce coup de génie donc de baser sa visite sur le cadre de loi internationale pour forcer la main au Salvador. Ça a marché. Quelques heures après ça, 45 minutes après ça, donc publication de ce tweet sur son propre compte. Et donc, c'est la première photo que l'on voit avec lui. Donc voilà, le sénateur Chris Van Orlen, en disant que le but principal de son voyage était de rencontrer Kilmar. Et il dit voilà, ce soir, j'ai eu cette chance-là. J'ai téléphoné à sa femme. On vous a parlé pas mal de Jennifer. On vous a montré une vidéo hier. Et donc voilà, bravo à lui, bravo au sénateur. Et en plus, ce voyage a permis quand même de prouver beaucoup de choses. Par exemple, on va écouter cette deuxième intervention de Van Orlen qui devenait vraiment gênant pour le Salvador parce que il ne se gênait pas de partager avec les médias les informations que lui avait données le vice-président. Et lorsqu'il a rencontré le vice-président du Salvador, il l'a mis face à la réalité en lui demandant « Mais attendez, est-ce qu'il existe des preuves ?» Vous savez, depuis des jours, l'administration Trump nous dit c'est un terroriste, c'est MS-13. un MS-13, y compris un membre haut dans la hiérarchie de MS-13, etc., etc. Avez-vous des preuves ? Avez-vous des preuves ? Et là, vous allez l'entendre. Donc ça, c'était avant qu'il ait pu le rencontrer, avant qu'il ait mis la balle dans le cadre du droit international. Il confirme que les autorités du Salvador lui ont expliqué qu'il n'y avait pas de preuves et que, deuxièmement, la raison pour laquelle il était incarcéré, c'était parce que le gouvernement américain payait le Salvador pour faire ça. Ce qui ouvrait, encore une fois, en termes de conventions internationales, de droit, etc., c'était un nouveau sac à embrouille, un nouveau sac de nœuds. On va écouter Chris Van Orlen justement sur cette absence de preuves et on revient tout de suite après. Vas-y Thomas. Now, the courts of the United States
have said there's no evidence to support the charge that he's part of MS-13. So I asked the vice president whether or not El Salvador has any evidence that he's part of MS-13 or has committed a crime. So I asked the vice president if Abrego Garcia has not committed a crime, and the US courts have found that he was illegally taken for the United States, and the government of El Salvador has no evidence that he was part of MS-13. Why is El Salvador continuing to hold him in CICOT? And his answer was that the Trump administration is paying El Salvador, the government of El Salvador, to keep him at CICOT. And I pointed out that neither the government of El Salvador nor the Trump administration has presented evidence to support the claim that he's committed any kind of criminal acts. And so why not release Abrego Garcia today? And he said what President Bukele said the other day at the White House, which that El Salvador can't smuggle Mr. Abrego Garcia into the United States. And I said, I'm not... Voilà, donc Chris Van Hollen, donc ça c'était avant, confirmation par les autorités de Salvador que, ils sont payés, donc il n'y a aucune raison légale derrière tout ça, et que la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas de preuves, il n'existe pas de preuves qu'il est membre du MS-13. Vous imaginez que s'il y avait d'ailleurs la moindre preuve, depuis une semaine, l'administration Trump nous l'aurait sorti en permanence, on l'aurait vu de partout. Donc voilà, donc bravo au sénateur Chris Van Hollen. Parcours extrêmement intéressant. C'est quelqu'un dont le père a été ambassadeur, entre autres. Donc il est habitué, c'est un Américain qui a grandi avec une ouverture d'esprit et une ouverture sur le monde. Lui-même, je crois qu'il est né au Pakistan. Et donc voilà, il est habitué à la diplomatie et donc il sait ce qu'il fallait faire. Et on voit la manière dont il a réussi à obtenir quelque chose qui était soi-disant impossible et qui est extrêmement important. Parce que ça va être maintenant très difficile devant les cours de la part de l'administration Trump de dire qu'ils ne sont pas dans la possibilité de faciliter le retour de Kilmer. Il jouait sur cette espèce d'ambiguïté en disant, nous, ce qu'on comprend, c'est qu'il serait vivant, mais on n'a pas plus d'informations, on ne sait pas vraiment où il est, on ne sait pas ce qui se passe, etc. C'est un peu là à dire, c'est très loin le Salvador, c'est très très loin, même trop loin, on ne sait pas, on ne peut pas. Là, le voyage de Van Hollen a démontré que non, si on veut faire revenir Kilmer et respecter la décision de la Cour suprême, c'est possible. La preuve, Chris Van Hollen l'a fait. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, et on sort évidemment dans cette même logique, c'est que Trump, qui s'est caché derrière cette excuse de la difficulté, d'un coup, il est d'une faiblesse extraordinaire. Lorsqu'on le voit dans le bureau ovale dire « Ah non, mais nous, on ne peut pas, c'est le Salvador, c'est leur... je ne peux pas forcer un pays souverain à faire quoi que ce soit. » Regardez, Chris Van Hollen, lui, est parti et il a forcé un pays souverain à dire « Non, non, moi, je reste et je vais vous poursuivre devant les cours internationales si je ne rencontre pas Kilmer Garcia. » Et ça a marché. C'est qui aujourd'hui celui qui projette de la force? Est-ce que c'est Trump qui dit qu'il ne peut pas, qu'il n'est pas en mesure de le faire, qu'il n'est pas en mesure de faire plier le Salvador, ou c'est notre vaguelette en chef? Exactement, et n'oubliez pas, Trump a prononcé ça devant le président du Salvador, où le président Bukele, pareil, a fait cette espèce de remarque en disant « moi non plus, je n'ai pas le pouvoir de le faire ». Et même pas une semaine plus tard, quelques jours plus tard, voilà la preuve. On a un sénateur, une vaguelette, qui a décidé de le faire lui-même sur le terrain.
Ouais, d'ailleurs, en petite parenthèse vaguelette, lorsqu'on vous parlait de l'importance de la résistance, et tout à l'heure, on va vous parler de la manière dont les penseurs de la droite américaine sont en train de sonner l'alerte sur Donald Trump. La petite parenthèse, c'est que je vais vous montrer la manière dont le Drudge Report, à sa manière, a été une vaguelette, et c'est brillantissime. On va voir la une du Drudge Report avant que Van Hollen rencontre Kilmer Garcia, et puis ensuite, et vous allez remarquer immédiatement que il utilise le terme d'otage. Hein, donc Drudge, pour encore une fois, c'est quelqu'un qui vient de ces guerres culturelles, de la droite dure américaine, anti-Clinton, anti-Biden pendant un moment. Il est devenu anti-Trump, et c'est quelqu'un qui utilise les armes que d'habitude on voit, on entend sur X, sur Fox News, etc. C'est lorsque Trump vous dit, par exemple, si vous soutenez Kilmer Garcia, ça veut dire que vous soutenez des terroristes et des gens qui vont venir violer femmes et enfants. Et donc là, dit, ok, je vais utiliser les mêmes armes que vous. Vous changez le sens des mots. Ben moi, je ne vais pas parler de quelqu'un qui est prisonnier, je vais parler de quelqu'un qui est otage. D'ailleurs, c'est un clin d'œil aussi à Donald Trump qui utilisait la même terminologie pour parler des personnes qui avaient eu leur due process d'ailleurs, enquête, jugées et condamnées pour leur participation au 6 janvier 2021. Et donc, le coup de génie de Drudge, c'est de reprendre ce mot-là et de dire non, mais le véritable otage, c'est Kilmer Garcia. Et ils l'ont pas fait qu'une fois. Non. Ce terme-là. Donc, comme tu disais, ça c'était avant que Van Hollen a réussi à parler et de voir Kilmer Abrego Garcia. Et donc, la suite, voilà, pareil, c'est très clair. On parle encore une fois de Abrego Garcia comme otage au Salvador. Et ça, je peux vous dire que cette une, et j'ai regardé les réactions sur Truth Social, entre autres, sur X, sur Truth Social, elle a rendu fou les MAGA. Ils n'ont pas supporté que, en fait, c'est du judo, que Drudge reprenne leur manière de faire. Mais c'est comme ça, hein, la communauté, c'est comme ça que le combat se gagnera. Donc évidemment, cette rencontre qui est embarrassante, hein, je vous le dis, à la fois pour Trump, en termes de projection, en termes d'image, mais aussi en termes de justification devant les cours. Hein. Désormais, c'est comment on justifie qu'on ne peut pas faciliter le retour de Kilmer Garcia, alors qu'on voit qu'un sénateur sans escorte, sans mandat officiel, a réussi à le faire. Sans semaine de préparation. Non, sans semaine de préparation, il a réussi de le faire. Donc, gros embarras de ce côté. Embarras du côté de Bukele qui a essayé de se moquer de la chose. Là aussi, c'est une stratégie de troll. Hein. On en est là. On va voir son tweet où il partage plusieurs photos. Et en gros, il est en train de nous dire, de nous faire croire que les prisonniers, en gros, au Salvador, c'est le Club Med. Parce que en disant mais regardez, hein, d'un coup il n'est pas dans des centres de prison, de torture, il est en train de boire des margaritas. On va agrandir on va voir la photo suivante, vous allez voir, non, tu peux aller sur la numéro 2, je l'ai isolée. On voit qu'il y a des verres devant eux avec du sel et une cerise. Et ce qui est intéressant, on a appris que justement, faire attention aux photos, regarder cet article qui détaille les dessous de la rencontre, on a appris que dans le New York Times, que c'est l'envoyé de Bukele, la personne que l'on voit qui servait aussi d'interprète, qui a placé juste au moment de la photo, en plein milieu du meeting, quand ils se sont assis. D'ailleurs, on voit que sur le tweet partagé par Van Hollen, il n'y a pas ces verres-là, et que juste avant qu'on prenne la photo, ils ont placé un, vous voyez, hop, alors vous voyez, vous avez remarqué, il n'y a pas les verres, et ils sont tout seuls, et puis un aide de Bukele est venu s'installer, il a mis les deux verres, il y a photo qui a été prise. Il n'y a pas de verre pour lui non plus. Hein. Non, évidemment, c'est juste c'est encore une fois un effet de propagande.
Pourquoi? Parce que c'est pour donner une porte de sortie à Trump et ses alliés pour dire mais regardez, tout se passe bien, c'est terrible ce que fait cet élu américain d'aller voir un terroriste. Je vais vous montrer un exemple de ça, qui est le tweet posté par Ted Cruz sur le sujet. Et donc, évidemment, là, il retweet, il n'utilise pas la photo, mais il retweet tout ça. Et en reprenant une formule habituelle sur les réseaux sociaux, dire si quelqu'un te donne le même regard qu'eux. Et donc, là, c'était l'idée de dire que, voilà, il soutient un membre de MS-13. On est vraiment dans de la propagande, dans de la lutte d'image. Oui. Et qui fait que ça en plus. certains démocrates, et je pense, et c'est une erreur à 100%, certains démocrates disent on est en train de se faire piéger par Trump parce qu'on parle de ce sujet-là, on a évoqué ça hier, qui est un sujet qui est fort pour Trump. Oui, avec un bémol, on va voir ça. Mais deux, comme je vous l'ai expliqué hier, déjà, il y a des sujets politiques, il y a des sujets tout court dont il faut parler, quel que soit le prix d'en parler. C'est exactement le cas. Parce que comme je vous l'ai montré hier, derrière cette affaire, qui est une toute petite affaire en fait si on réfléchit, donc derrière l'affaire Garcia, on arrive en bout de course au refus de Donald Trump d'appliquer une décision de la Cour suprême. Et le fait qu'il n'existe pas de mécanisme aux États-Unis pour forcer Donald Trump. Et si Donald Trump valide l'idée que lui seul est capable d'interpréter les lois et de décider ce qui est bon ou pas pour le pays, ce seront les mêmes arguments qui seront utilisés en 2026 pour dire qu'il n'y a pas besoin d'élection ou en 2028 pour justifier un troisième mandat. Et donc, il faut continuer. Donc, il y a des manières pour les démocrates de dire, mais attendez, au lieu de dire que cette affaire, on va en voir plus tard, c'est l'affaire Garcia, au lieu de dire, comme certains le font, et c'est déjà bien de dire, mais attendez, si aujourd'hui c'est Garcia, demain ça peut être n'importe quel Américain. Il y a un journaliste de Boulevard qui a révélé et documenté aujourd'hui qu'un Américain qui avait été naturalisé a été erreur de l'administration en sa défaveur, a été dénaturalisé. Ça n'existe pas, mais dénaturalisé par l'administration Trump et coupé de tous ses bénéfices santé, sécurité sociale, etc., etc. Heureusement que sa famille, qui parle anglais, a pu rectifier l'erreur. Donc, c'est une dimension, mais la véritable dimension, au lieu de mettre ce sujet sur une question de flux migratoire, ce que souhaite Trump, pourquoi pas le mettre dans son V4, qui est de dire, mais non, le véritable problème, c'est Trump qui refuse d'écouter la Constitution. Et on va sur ça à 100%. Il y a quelques minutes, pendant que nous commencions cette émission, Stephen Miller était encore une fois à parler aux médias en faisant croire, en continuant à propager cette idée que la Cour suprême a donné raison à l'administration Trump. C'est-à-dire que non seulement on refuse du côté de Trump d'écouter, de se plier à la demande de la Cour suprême, mais en plus de ça, dire non, mais la Cour suprême est dans notre camp. Et pour terminer sur ce sujet de l'immigration, je vais vous donner 3 raisons, 3 courbes qui vont vous permettre de voir que il n'y a pas de malédiction Trump, si vous voulez, qui fait que c'est un sujet qui est mort pour les démocrates. La population américaine est prête à changer d'avis. On va retourner en 2018. En 2018, c'est le moment, vous en souvenez sûrement, où Trump met en avant sa politique de séparation des familles à la frontière.
les enfants sont séparés des parents. Hein. C'est pour convaincre les migrants à ne plus traverser la frontière. Et ça devient un scandale national. C'est le moment où Melania porte son fameux manteau en disant « j'en ai rien à faire et vous ?» Vous, le public américain, avez affaire parce qu'on voit que face à l'horreur, pour la première fois, il y avait une majorité d'Américains, 57%, qui s'opposaient à ce que Trump était en train de faire sur l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a un seuil de l'acceptable sur les politiques migratoires. Et au bout d'un moment, on voit qu'il avait encore 35% il y avait 35% de républicains qui étaient opposés, ce qui n'est pas des chiffres habituels, mais qu'on voyait que du côté des démocrates et des indépendants, il était fortement rejeté. C'est un chemin à suivre pour les démocrates. Lorsqu'on parle dans l'idée de se dire oui, mais on va prendre des citoyens américains ou des gens qui sont légalement aux États-Unis et les envoyer dans ces fameux SICOT, c'est un sujet que les Américains, ils n'en veulent pas dans leur majorité. Et donc, on va avoir le même phénomène. On a un deuxième sondage, je crois, de 2018. Et alors, ce sondage est extrêmement intéressant parce que c'est un sondage qui a commencé en 1965 de la part de Gallup qui vous donne les préférences des Américains sur l'immigration. Et lorsqu'on demande aux Américains s'ils souhaitent que les niveaux de l'immigration soient au même niveau que ce qu'ils sont actuellement, s'ils soient augmentés, c'est en vert foncé, ou s'ils soient baissés, on voit qu'il y a eu, au moment de l'élection de Donald Trump, un pic gris, donc avec une majorité d'Américains qui souhaitaient qu'il y ait moins d'immigrés aux États-Unis, mais que ensuite, avec deux choses. Un, la politique de Donald Trump et une absence de main-d'œuvre, ce qu'on va retrouver actuellement. J'ai vu passer des annonces, y compris de l'administration Trump, pour que les Américains deviennent des mineurs, aillent retourner travailler dans les mines et d'autres, parce qu'on recherche des gens pour aller ramasser les fruits et les légumes parce qu'ils ne trouvent plus suffisamment de main-d'œuvre. On voit que par rapport à tout ça, les courbes s'étaient croisées et qu'il y avait plus d'Américains qui souhaitaient que ça reste soit au même niveau, soit que ça soit augmenté que baissé. Donc il n'y a pas de malédiction sur l'immigration. Et pour conclure ce petit chapitre sur l'immigration, je vais vous montrer un sondage publié hier par Atlas Intel. Atlas Intel, c'est un institut de sondage qui est installé au Brésil, comme Léger est au Québec. Et Atlas Intel, c'est celui qui, en 2016, avait annoncé la victoire de Donald Trump, un des rares, et qui était assez juste en 2024. Et à chaque fois que vous parlez à quelqu'un pro-Trump, il est cité comme étant le meilleur sondage surtout. Et vous allez voir que le dernier sondage Atlas Intel, et ça c'est inquiétant pour Donald Trump, regardez, il est entouré, vous montre que désormais, sur les questions de l'immigration, d'après Atlas Intel, il y a une plus d'opinions négatives que positives. Et regardez, depuis mars, c'est juste un mois, on voit 9% de changement, 9% et c'est terrible poor, donc vraiment c'est du mauvais et terrible qui augmente. Ce dernier mois, choquant. Non, ce dernier mois choquant parce qu'il correspond à toutes ces affaires-là. C'est un sondage qui a été fait après la visite du président Bukele dans le bureau ovale, et ces images de Trump en train, dans un article que j'avais lu, je vous avais sélectionné hier. À un moment, on disait, voilà, on avait l'impression que Bukele, lui, Stephen Miller, ils étaient là comme des chats, hein, des matous qui attendaient que tout ça se passe. En fait, ces images, plus les reportages sur SICOT, alors que Trump s'est dit, c'est formidable, c'est mon sujet fort, on va parler que de ça, et pendant ce temps, on va pas parler des résultats économiques, boum, les Américains disent non. Donc, il y a un seuil
de l'acceptable. Donc c'est un sujet que le Parti démocrate, s'ils veulent revenir au pouvoir, s'il y a des élections, en tout cas s'ils veulent revenir au pouvoir en 2026 et en 2028, ils doivent s'en emparer. Parce que qu'on le veuille ou pas, c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations des Américains. Mais ce n'est pas parce que c'est une préoccupation que ça veut dire que les Américains sont prêts à organiser des camps de concentration. Je vous ai expliqué hier les définitions légales des camps de concentration et la liquidation d'Américains bientôt, les fameux home ground de Donald Trump, en tout cas de migrants. Voilà, il y a un niveau acceptable ou pas. Il y a autre chose aussi qui est allé dans ce sens-là et qui a rendu fou, évidemment, la Maison-Blanche, c'est la fuite d'un rapport secret d'une agence qui chapeaute les 17 agences de renseignement américains sur la question de savoir si les organisations MS-13 sont ces fameuses organisations terroristes. La thèse de Trump, on va voir l'article, vas-y Thomas, la thèse de Trump, il a basé son executive order là-dessus et sa justification pour ses renvois de masse. La thèse de Trump, c'est de dire, voilà, nous sommes en guerre. Donc, j'ai le droit d'utiliser les dispositions les plus extrêmes de la Constitution parce que nous sommes en guerre. Pourquoi nous sommes en guerre? Parce que au Venezuela, les gangs, Tren de Agua, et le gouvernement de Maduro se sont alliés pour attaquer de l'intérieur les États-Unis. Ça vous paraît complètement fou ce que je suis en train de vous raconter, mais c'est la raison officielle pour tout ce qui se passe. C'est pour ça, vas-y Thomas, que Donald Trump dit, ben voilà, parce qu'il y a cette guerre et cette invasion des États-Unis, les mots sont importants, cette invasion des États-Unis, et c'est pour ça qu'il a demandé, hier je vous ai montré l'extrait, que peut-être l'Insurrection Act soit mise en place pour lutter contre cette invasion. Donald Trump dit, du coup, comme c'est une invasion, puisque nous sommes en guerre, je peux utiliser le US Alien Act, donc cette vieille loi qui fait que l'on peut renvoyer des ennemis des États-Unis sans le fameux due process. C'est exactement pareil pour MS-13, qui est devenu classifié comme un groupe terroriste depuis le 20 février de cette année, qui avant ça n'était pas un groupe terroriste, qui n'était pas classé comme groupe terroriste. Donc quand on vous parle, par exemple, encore une fois, de l'histoire de Kilmar Abrego Garcia et qu'on dit que c'est un membre du MS-13, on dit, voilà, c'est un terroriste, il va être enlevé du pays et il ne va pas suivre les mêmes lois qu'un citoyen parce qu'il est terroriste. Là, on se retrouve dans la même logique où on essaye de placer des pièces en place pour jouer ce jeu-là, pour avoir ce pouvoir-là. Et donc, on va continuer dans cet article. Donc, voilà. Donc, il a invoqué donc le Alien Enemy Act de 1798, qui la dernière fois avait été utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour créer ces camps où on avait enfermé 110 000 Japonais, américano-japonais. Et donc là, on les réutilise en disant, non mais regardez, nous sommes en guerre parce qu'il y a cette alliance et du coup, ça nous permet de faire tout ce qu'on veut. Et le problème, c'est que même si aujourd'hui, ces agences sont sous le contrôle de l'administration Trump, l'agence qui chapeaute tout ça est gérée par Tulsi Gabbard, la conclusion du rapport, c'est non, c'est complètement faux. Vas-y, avance Thomas. Il n'y a aucune preuve, mais en plus de ça, on nous explique, mais c'est complètement débile, stupide. C'est complètement du grand n'importe quoi, cette alliance-là, alors qu'au contraire, il y a une guerre au Venezuela entre les gangs et Maduro. Donc, cette idée est complètement fausse. Et évidemment,
et là c'est le pompon, donc on a demandé à la Maison-Blanche de réagir à cette information. C'est un scoop du Washington Post. Et la première chose, ça a été de remettre un coup de pression sur Chris Van Hollen en expliquant qu'il venait d'établir, ce que j'expliquais hier, la stratégie politique, de dire, ben voilà, ça prouve que les démocrates sont le parti qui soutient MS-13. Nous soutenons aux victimes. On va en reparler dans quelques secondes. Et l'ultime réponse de la Maison-Blanche, quand on leur dit, non, mais attendez, là, ça n'a aucun rapport. En fait, c'est un rapport de vos agences de renseignement qui montre qu'il n'y a aucun rapport entre Tren de Agua et Maduro. La réponse, évidemment, vas-y Thomas, c'est que ce ne sont pas ce sont des membres du Deep State, les membres des agences de renseignement, comme on a vu l'avocat du département de la justice qui avait reconnu que c'était une erreur administrative, qui a été viré dans la foulée, et on nous a expliqué que c'était qu'un gauchiste. Donc voilà, là, quand c'est pas gauchiste, ce sont des membres du Deep State. Lorsque je vous disais que du côté de l'administration Trump, on essaye de se sortir de ça en faisant des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, je vais vous montrer un tweet publié par la Maison-Blanche qui en gros dit nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas les mêmes que vous. Regardez, c'est un tweet officiel. Donc d'un côté, c'est la photo de Chris Van Hollen avec Kilmar Garcia. Et de l'autre, c'est Trump avec ce qu'ils appellent une angel mom, la mère d'un ange. L'ange, c'est quelqu'un qui est décédé, une victime d'un membre d'un gang. Et d'essayer, ça n'a aucun rapport. Non. L'histoire de Kilmar Garcia, c'est l'histoire de quelqu'un qui, à cause d'une erreur administrative, a été expulsé alors qu'il ne devait pas l'être. Ça n'a aucun rapport. Les deux histoires n'ont aucun rapport, mais c'est la stratégie de propagande choisie par la Maison-Blanche. Et forcément, si on parle de propagande, on doit parler de Fox News quelques secondes. Vas-y Thomas, de voir que Fox News a fait son propre tweet là-dessus. Et regarde ce titre-là, par quoi ça commence le titre? Stark contrast. Ouais, Sharp comparison. Ouais, on revoit le Angel Mom et ah oui, maintenant c'est un alleged MS-13 gangbanger. Ouais. Et puis le Stark contrast, donc un contraste extrêmement fort, puissant, et une comparaison affûtée, etc., etc. Cette conclusion, je vais vous montrer maintenant, vue de l'autre côté. Vas-y, le troisième de Medastach, qui explique, et on est d'accord avec eux, on n'est pas toujours d'accord avec eux, ils ont souvent ils font un travail important, mais ils sont plus dépendants des clics que nous, en fait, et des fois ils font des résumés un petit peu rapides sur certains sujets. Soyez prudents. Ils font du travail extrêmement intéressant. C'est du côté des défenseurs de la démocratie, ce sont des gens qui sont assez respectables, mais avec un petit bémol. Et donc de dire que d'un côté, utiliser l'émotion, exactement Annie, et d'exploiter la peine d'une mère pour en fait tenter de cacher qu'on a fait une erreur et qu'on refuse de suivre une demande de la Cour suprême, c'est complètement ignoble. Et dans l'ignoble, et dans ce refus, ce qui va ouvrir vraiment ce nouveau chapitre, je vais vous montrer le dernier tweet de la Maison-Blanche sur le sujet, qui s'attaque au New York Times, en fait, qui utilise le New York Times comme excuse. Et donc ils reprennent la une sur le net du New York Times. On a vu qu'ils n'ont pas eu le temps de faire une une papier. Donc, ils enlèvent le wrongly. Wrongly qui veut dire qu'il a été par erreur. Non, on sait que c'est par erreur. Donc, on réécrit l'histoire de la part de la Maison-Blanche. On dit que c'est pas quelqu'un du Maryland, mais c'est un membre de MS-13. Là aussi, on vous a démontré par A plus B qu'il n'y avait aucune preuve. Et cette dernière phrase
Je peux vous dire que ce tweet va partir dans les dossiers des avocats devant les cours, devant toutes les procédures qui sont en cours et va remonter jusqu'à la Cour suprême parce que, par écrit, la Maison-Blanche est en train de dire que, quel que soit l'ordre de la Cour suprême, on ne va pas le suivre. Il ne va pas revenir, on s'en fout. On a vu hier les extraits, cet extrait de presse où en fait il disait même en termes choisis. Et donc nous en sommes là. C'est pour ça que je vous dis que si j'étais un membre du Parti démocrate, un stratège du Parti démocrate, c'est sur cette direction que j'irai. C'est qu'on a dépassé l'affaire Kilmar Garcia. On a dépassé l'affaire des prisons au Salvador. On a dépassé l'idée de construire 500 000 places de prison pour des Américains, des terroristes américains. Je vous rappelle, je vous renvoie à l'émission d'hier sur l'utilisation du terme terroriste dans la terminologie nazie, par exemple, pour dire voilà, c'est en gros les ennemis de l'État. Tout le monde, nous. Et donc, on a dépassé tout ça. On est maintenant dans la situation où Donald Trump refuse de suivre, devient le premier président qui refuse de suivre un ordre, une décision de la Cour suprême. Et lorsqu'un président refuse de suivre un ordre de la Cour suprême, c'est la fin de la démocratie américaine, c'est la fin de l'expérience américaine. Donc c'est le 14 avril, c'est l'émission d'hier. C'est cet angle-là que les démocrates doivent désormais poursuivre parce que c'est celui qui est assumé par Donald Trump et qui en gros regarde les démocrates en disant chiche, il est en train de les provoquer en disant ben voilà, est-ce que vous aurez ce qu'il faut pour aller jusque-là? Oui, il faut aller jusque-là. Donc voilà, c'était notre petite mise à jour sur l'affaire Kilmar Garcia. On se retrouve tout de suite après ça.